Le FMI qui vient de publier donc ses nouvelles prévisions de croissance mondiale pour 2020 et aussi 2021. La bonne nouvelle, c'est que l'activité ne se dégrade plus, même si la reprise, pardon, il faut le dire, sera quand même largement poussive. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Comment est-ce qu'on interprète encore une fois ce que nous dit le FMI pour cette année? Parce que d'un côté, on a une révision à la baisse par rapport aux prévisions d'automne, entre 0,1 point, 0,2 points pour 2020-2021. Et de l'autre, la croissance qui passe de 2,9% en 2019 à 3,3% en 2020. On se dit que voilà, c'est un léger rebond. Ou est-ce que ce n'est pas significatif et que finalement, on a une espèce, en gros, grosso merdo, de stabilisation de l'économie, quoi? Ouais, on va dire qu'on est plutôt dans une stabilisation de l'économie, même si au niveau du commerce mondial, comme le souligne le FMI, le pire est certainement derrière nous, hein, même si certains risques ne sont pas évacués totalement. Et c'est pour ça qu'on voit un léger rebond hein, de l'activité. C'est vrai que l'année 2019 avait été une année extrêmement difficile pour les exportateurs, hein. En particulier avec la crise dans l'automobile, hein, les nouvelles normes qui avaient été mises en place, le ralentissement chinois qui avait été très fort, la guerre commerciale, le Brexit. Donc, on voit que ça va un peu mieux, hein. Il y a quelques nuages qui disparaissent, mais malgré tout, ça reste très poussif. Et d'ailleurs, le FMI le souligne, hein, les politiques monétaires contribuent quand même assez significativement à cette croissance, même si malgré tout, ça reste une croissance modeste au niveau mondial, hein. C'est un peu plus de 3%, mais on va dire qu'historiquement, ce n'est pas très fort. Je voulais qu'on en parle plus tard, mais c'est intéressant, vous avez raison sur les banques centrales. Ce que nous dit le FMI, c'est assez dingue, enfin on le savait, mais ils l'ont quantifié. En gros, on a évité un gros freinage de l'activité mondiale grâce aux banques centrales. Sans l'action de la Fed et compagnie, la BCE et tout le team, la croissance mondiale aurait été inférieure chaque année de 0,5 points. C'est pas rien. Ah non, c'est conséquent même. Non, c'est conséquent, c'est-à-dire que le rôle des banques centrales a été déterminant, hein. C'est-à-dire qu'elles ont été aussi beaucoup critiquées par rapport aux taux négatifs, aux taux bas, à un certain nombre de problèmes. Mais on voit quand même que si on fait des évaluations, c'est ce qui a permis notamment de soutenir la croissance mondiale dans ces moments assez difficiles, et notamment dans les pays développés. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que la zone euro a une croissance quand même extrêmement molle, hein, et que quand même la BCE a fait quand même beaucoup dans le quantitative easing et les politiques monétaires. Pour des résultats, pour le coup, qui sont discutables. Mais qui sont discutables, mais qui auraient été bien pires s'il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours... C'est toujours l'argument, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas content du résultat de l'action de la BCE, mais que serait-il passé si la BCE c'est comment identifier, c'est le travail des économistes, hein, de l'évaluation, c'est d'identifier vraiment les facteurs propres, hein, et donc dire que effectivement cette politique monétaire pose un certain nombre de problèmes, parce qu'on voit que les taux négatifs ou les taux bas peuvent être un problème aussi pour le fonctionnement d'une économie. Mais malgré tout, si la BCE n'avait pas agi de cette façon, on aurait eu une croissance qui aurait été encore plus basse et une inflation encore plus basse. Donc on serait encore éloigné des objectifs de plein emploi et des objectifs d'inflation qui sont pourtant loin des 2%. Il y a des risques qui subsistent, on va en parler juste après, mais encore une fois, moi j'ai envie de voir un peu les signaux encourageants. On l'a dit, hein, léger redressement du commerce mondial, amélioration, nous dit le FMI, du sentiment, du moral, de la confiance des dirigeants, ce qui peut servir. Et puis c'est vrai que tout ça est conforté, j'ai envie de dire, par l'accord signé entre Américains et Chinois. Oui, je ne veux pas qu'on décrit un truc tout rose non plus. J'en pète mon stylo. Voilà, mais c'est que quand même, on est un peu stressé encore. Mais globalement, voilà. Mais globalement, il y a quand même du mieux. Et c'est vrai que les accords commerciaux participent à cette stabilisation d'un climat des affaires mondial qui était quand même assez perturbé par ça. Même s'il ne faut pas non plus surévaluer l'impact de cette guerre commerciale, elle a eu quand même un effet réel sur le sentiment des investisseurs. Le Brexit fait partie de ça aussi, c'est-à-dire qu'on voit que l'accord aujourd'hui, il y a un accord qui est en train de ordonné, on va dire. Ordonné, en tout cas, laisse, on va dire, moins de place au désordre, en tout cas. Donc on voit un peu plus où on va. La crise automobile avait beaucoup joué aussi, quand même, et notamment sur la production industrielle allemande, avec la mise en place de nouvelles normes. Là, on voit que ça commence à être absorbé, ces effets-là. Donc, il y a des signaux positifs. Mais malgré tout, un certain nombre de risques ne sont pas totalement évacués. On va parler des risques, mais juste, donc en gros, stabilisation, légère petite reprise très poussive, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est ça. Et d'où ça vient? Et quels sont les pays, pour le coup, qui contribuent ou pas d'ailleurs à cette reprise? En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça passe, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... Ça passe. Ça passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une récession. C'est-à-dire qu'on a eu un retournement modéré de l'activité. Et on est dans un scénario, et c'est peut-être ça, hein, l'avenir... Finalement, c'est une croissance molle.
en réalité. C'est est-ce que finalement on n'est pas condamné, ou est-ce que même peut-être est-ce que c'est bénéfique pour la transition écologique d'avoir une croissance molle? C'est-à-dire qu'on voit que les gains de productivité un peu partout dans le monde sont quand même relativement faibles. On voit que les pays émergents tirent moins la croissance mondiale qu'avant. On voit que les politiques monétaires sont finalement allées à peu près au bout de ce qu'elles peuvent faire. Donc il y a peut-être un peu de ressources du côté des politiques fiscales et budgétaires, mais finalement les marges de manœuvre sont quand même assez limitées. Et donc qui tire la croissance aujourd'hui? On voit bien que, alors la Chine, ça a été plutôt révisé un peu à la hausse, même si on est en dessous des 6% de croissance, notamment par la stabilisation de l'accord commercial, qui quand même bénéficie à la Chine. On voit que du côté des États-Unis, on a un ralentissement, mais qui reste quand même assez modéré. Parce qu'on ils ne sont pas un peu trop pessimistes pour le coup sur les Américains. Nous, ils disent 2% de croissance pour 2020. Ouais. Certains disent qu'on peut être un petit peu au-dessus quand même. Voilà. Nous, on aurait dit peut-être même un peu en dessous, mais bref. C'est-à-dire que si on sort des politiques budgétaires. Comme la Banque mondiale, voilà. Les politiques budgétaires ont été quand même extrêmement expansives aux États-Unis, couplées aux politiques monétaires. Si 2020-2021, on a moins cette relance budgétaire, ou voire même début de consolidation budgétaire, on pourra avoir un retournement plus marqué aux États-Unis. Bon. Sur les risques qui subsistent, évidemment, ils sont assez classiques. Tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis, avec l'impact que ça peut avoir, on le comprend bien sur le pétrole. Même si on n'a pas eu tant que ça au final, parce qu'il y a un petit pic, parce que le marché est largement bien approvisionné. L'impact du dérèglement climatique, on a vu effectivement avec les incendies et les feux de brousse en Australie, les ouragans dans les Caraïbes, etc. Tout ça, c'est de nature à fragiliser une économie mondiale qui est possible avec, encore une fois, on est dans l'actualité, le coronavirus chinois, qui inquiète aujourd'hui les investisseurs. On a un marché qui baisse sur le CAC 40 d'1%, avec l'impact que ça peut avoir, encore une fois. Oui, en fait, c'est une forme d'émergence de nouveaux risques qu'on a du mal à valoriser aujourd'hui, mais qui ne sont plus des effets purement, on va dire, ponctuels, mais qui deviennent un peu structurels. C'est-à-dire qu'on a une accentuation des risques climatiques qui ont vraiment augmenté ces dernières années, qui ont forcément des effets sur l'économie, qui perturbent les économies, et puis surtout qui vont nécessiter sûrement une accélération, une transformation des économies, et qui vont pousser un certain nombre de contraintes certainement nécessaires, mais qui peuvent modifier en tout cas les politiques économiques telles qu'on les a vécues. Ce qui est peut-être aussi une opportunité en termes d'investissement. D'ailleurs, le FMI le recommande, en disant il y a deux choses, c'est-à-dire que les politiques budgétaires, les pays qui ont des marges de manœuvre avec des taux très bas, doivent faire des politiques budgétaires qui soutiennent le capital humain, donc la formation, l'investissement, l'éducation, etc., et tout ce qui favorise la transition écologique. Donc c'est aussi une opportunité pour les économies de prendre en considération ces risques climatiques qui sont très forts et qui vont nous mettre face à ce défi climatique. Après, au niveau macro, on est d'accord. Après, sectoriellement, allez dire ça au secteur auto, avec les suppressions d'emplois, la transition, encore une fois, à l'électrique, la voiture connectée. Bien sûr que beaucoup de constructeurs, et on voit plus les destructions d'emplois à venir. Bien sûr, mais c'est toute la grande difficulté des politiques économiques aujourd'hui. C'est qu'on voit bien que sectoriellement, ça fait des perdants, ou en tout cas que les transitions sont difficiles, mais on ne pourra pas les éviter. En tout cas, elles vont être quand même compliquées. Et quelque part, ce mur climatique, ce défi climatique, va être compliqué à résoudre. En tout cas, c'est une opportunité aujourd'hui pour les économies qui ont la possibilité d'investir, en tout cas d'accélérer. Ce que fait l'Allemagne d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'Allemagne vient quasiment de faire 100 milliards d'euros d'investissement. Je vais un peu vite là, non enfin bon, après il faut regarder bien dans le détail, mais oui, c'est ce qui est... Sur sa transition écologique. Transition écologique. On voit bien qu'il y a aujourd'hui les leviers, les ressorts d'activité sont quand même assez faibles. Donc ça, c'en est un, en tout cas, d'investissement qui pourrait être bénéfique à la fois parce que ça crée quand même une activité, de la rénovation des bâtiments, un certain nombre de choses qui sont quand même importantes pour les économies, même les économies locales, et puis qui permettent quand même de décarboner l'économie, ce qui est quand même la première des nécessités. Défi climatique, et je réinsiste sur le défi sanitaire, encore une fois, sans sombrer encore une fois dans la sinistrose. On a pour l'instant 4 personnes décédées dans le centre de la Chine avec ce coronavirus chinois. Voilà, c'est difficile à quantifier pour un économiste, mais on a un précédent, on a le SRAS en 2003 avec 800 morts. C'est trop tôt pour juger, mais manifestement, il y a une transmission d'homme à homme qui est possible. C'est peut-être ça le risque sanitaire sur 2020 qui pourrait ça peut faire partie des risques, bien sûr. Mais alors, il faut voir d'abord l'étendue du problème et voir est-ce que ça va impacter justement les mouvements, les transports, etc. Pour le moment, on a quand même assez peu de vision là-dessus. En tout cas, ça reste un risque parmi d'autres risques.
les risques géopolitiques ou même les risques politiques internes font partie aussi des autres risques dont on n'a pas parlé, mais qui sont certainement importants. Bon, voilà, donc croissance qui se stabilise, ce que nous dit le FMI, légère reprise un peu poussive. Au final, on retient quoi sur les pays qui décélèrent et ceux qui réaccélèrent un petit peu, parce qu'on ne les a pas cités? On retient que finalement, quelque part, on a traversé une crise quand même qui est assez importante, qu'on est dans un nouveau régime de croissance, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on a des cycles moins marqués qu'avant, en réalité. Pour le moment, on n'a pas eu de vraie crise financière, c'est ce qu'on pourrait redouter, maintenant on n'est pas à l'abri. Il y a une accumulation de dettes qui pose quand même un certain nombre de problèmes, et que du coup, il va falloir peut-être s'habituer à avoir une croissance plus molle, en tout cas, mais qui posera d'autres défis, qui sont les défis environnementaux, les questions des inégalités, du partage des richesses aussi, qui sont importants, et la nécessité d'avoir une régulation macro-prudentielle, en tout cas sur la finance, qui est importante, parce qu'on voit que ces taux bas permettent de relancer ou de soutenir l'économie. Mais créer de nouveaux risques, en tout cas, et ces risques financiers peuvent être très importants. Pour vous. Allez, merci d'avoir été avec nous. Donc Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David.